Ok. Glacier du Tour, glacier d'Argentière, l'Aiguille Verte. Après, c'est le glacier de l'Échaud, le glacier de Talefre, et puis le grand glacier là qui va tout là-haut, c'est la mer de glace. Enfin, on appelle ça la mer de glace en bas. En haut, ça s'appelle la vallée blanche si on skie. Sinon, c'est le glacier du Géant. Ok. Et puis le Mont Blanc là-bas, avec le maudit qui est dessous. La vallée Blanche, qui est un grand glacier sur lequel on peut skier. Quand on arrive en haut, déjà, je me rappelle que j'avais eu une sensation où j'arrivais pas à assimiler toute la beauté du lieu. Genre c'était un trop plein de choses pour moi parce que quand on arrive en haut, on a une vision à presque 360 degrés de tous les glaciers qui nous entourent. Et c'est incroyable parce que c'est quelque chose que même en étant dans la vallée, on ne voit pas. Et du coup, c'est une sensation presque écrasante. Et enfin, moi j'ai trouvé ça genre très bizarre à recevoir. Ensuite, on descend une petite arête où il y a beaucoup de vent. Et ce passage où on est tous encordés pour descendre et qu'il y a les tempêtes de vent, les pieds dans la neige avec les chaussures et tout, genre c'est incroyable. Et c'est une ambiance tellement étrange parce qu'on sait que c'est dangereux et d'un côté, on est tellement heureux d'aller vers la vallée blanche que c'est trop bien. Et après, la vallée blanche en elle-même, quand on l'a fait, on voit des glaciers qui sortent de sous la neige et tout. Ça c'est très beau parce qu'il y en a, on les voit tout bleus et tout. Et c'est énorme aussi. Ça c'est aussi une sensation très écrasante, mais c'est vraiment super beau. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Eh ben, il a bougé là. Ah ouais, attends, il monte là, regarde, il monte là. J'étais bergère et j'avais amené un de mes amis des Hautes-Alpes pour qu'il aille faire son aspirant guide à l'ENSA. Et on était passé par la route qui est la seule route qui existait. Il n'y avait pas encore le viaduc à l'époque. Et on avait pris la route des Aigras. Et quand vous arriviez au pont un petit peu avant le pont du Châtelard, on apercevait le glacier qui tombait, mais qui tombait dans la vallée. Oh, de la neige, elle était très basse c'était au mois de juin, au mois de juillet, je sais plus. C'est là où j'ai dit,
je connais pas, mais j'aime Chamonix, je vivrai à Chamonix. Et c'est ce que j'ai fait. En 84, c'est ce que j'ai fait. Et c'était un grand bonheur pour moi de vivre à Chamonix. La beauté du paysage, quand on voit Chamonix une fois dans sa vie, ça vous marque à vie quand même, hein. C'est un des plus beaux endroits au monde. Il y en a un qui est sur l'arête là-haut. On vit dans la passion de la montagne. C'est ça qui est important. Chamonix est une passion. C'est une passion permanente. Par cette sensation qu'on a, qui est assez quand même grandiose. J'aime bien me mettre avec mes crampons sur le glacier, sentir le grincement de mes crampons dans la glace, d'entendre les profondeurs des crevasses où on entend l'eau, tu entends sans arrêt des blong 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 blong, ça. Le glacier parle. Le glacier parle, le glacier il tremble sur tes pieds aussi. Selon ce qui va arriver, le glacier bouge. Donc tout ça, le jour où je pourrais plus y aller, ça va vraiment me manquer. Pour moi, les glaciers, c'est avant tout une attache sentimentale parce que comme je le disais, j'ai grandi et j'ai vu que ça jusqu'à ce que je quitte cette région du coup. Mais c'était aussi genre un repère parce que du coup, beaucoup de nos cours étaient basés sur ça. Et donc, dans l'idée, ça avait quand même on va dire une forte présence dans notre vie au quotidien. Très souvent, je parle à mes amis et tout, et je dis faut trop que vous veniez chez mes parents pour voir les paysages. Parce que, en vrai, c'est du coup une grosse activité que quand j'habitais là, c'était aller camper, marcher et tout, pour trouver des beaux lieux où dormir. Et du coup, maintenant je parle tout le temps à mes amis d'aller faire du camping chez mes parents, enfin du coup ici, pour leur montrer les paysages et tout. Parce que dans l'idée, c'est vraiment une fierté d'habiter là. Puis Chamonix est devenu beaucoup trop touristique. Pourquoi? Parce que c'est en altitude. Pourquoi? Parce qu'on a le Mont Blanc. Pourquoi? Parce qu'on a l'aiguille du Midi et le Montanvert, avec une vue imprenable sur une mer de glace qui est en train de disparaître. Hein, et ça, les autocaristes, ils arrivent d'Inde, ils arrivent de partout dans le monde. Ils arrivent à Genève, ils font Genève, Chamonix, ils font le spot des trois choses, et puis après, je ne sais même pas s'ils dorment à Chamonix, ils repartent, ils reprennent l'avion, ils vont à Paris. Mais Chamonix restera un lieu touristique tout le temps. Parce que ça a été découvert très tôt pour le tourisme. Il y a eu beaucoup de guides qui se sont initiés
avec les grands-parents, les parents, puis surtout tous les Anglais aussi, hein. C'est eux qui ont fait découvrir Chamonix. Last summer it was a benefit for them. Yeah, and I was going to go back for Aaron. Dans l'idée, ils ont pas moins le droit que moi de découvrir et de voir la région. Mais effectivement, ça enlève quand même un certain charme au fait que ce soit devenu presque une attraction. Enfin, c'est devenu une attraction, on dirait. Ça enlève du charme et puis à vivre, c'est plus compliqué et moins agréable. Parce que quand, par exemple, en station touristique, on rentre dans la ville et qu'il y a du monde de partout, c'est impossible de circuler et au final, on voit plus rien, on profite plus vraiment. Puis sur par exemple les stations de ski ou en montagne, souvent les touristes, ils sont pas forcément formés à ces milieux-là et il se peut que par exemple ils laissent beaucoup de déchets ou des trucs comme ça, ou alors ils sont pas. Genre ils peuvent crier ou des trucs comme ça et du coup c'est pas hyper agréable à vivre, on va dire. Sur un glacier, donc encordement en S. Je l'ai fait, j'ai une petite corde. Normalement, il faudrait qu'il y ait plus d'espace entre nous. Et on a chacun dans notre sac à dos un rab de corde. Parce que si mais il y en a un qui tombe dans une crevasse, l'autre est supposé le retenir, pas partir avec, ce qui n'est pas si évident que ça. Et quand tu te retrouves tendu au bord de la crevasse, qu'est-ce que tu fais? Tu as intérêt en effet à avoir du rab de corde. Déjà, tu t'auto-assures pour ne pas partir, rejoindre ton collègue. Et puis, avec ce petit rab de corde, ça va te permettre d'avoir un petit peu de mou pour toi, en plus, installer le système d'assurance, éventuellement de mouflage, ou tout simplement te mettre en sécurité et appeler des secours. On est dans un endroit où il y a des secours très accessibles. Parce que sortir quelqu'un tout seul d'une crevasse, même avec un mouflage, déjà le mouflage, il faut le pratiquer très souvent, sinon tu l'oublies. Même, tu peux le réinventer à chaque fois comme un théorème de base, mais ça prend du temps. Et puis, on est toujours un peu dans un état de stress quand il se passe un pépin comme ça. Donc, même si tout va bien pour le collègue qui est dans la crevasse et qui ne s'est rien passé de grave, oui, aujourd'hui, quand on est à 3 minutes de la DZ, sortie de crevasse, on va mieux appeler PGHM. Donc pour ça, il faut toujours avoir le numéro de téléphone de PGHM sur son portable. Déjà avant, les glaciers c'est quelque chose de vraiment énorme. Je veux dire, taille humaine, c'est impressionnant. Et du coup, ça fait peur, puis c'était inconnu parce qu'on n'avait pas les moyens d'y aller avant à l'époque. Du coup, il y avait beaucoup de légendes qui diabolisaient un peu ce milieu. Puis après, les premiers alpinistes et tout, ils ont commencé à y accéder, puis à se rendre compte que c'était un milieu fantastique. Donc les métiers, ils ont commencé à se développer. La région s'est développée aussi autour de ça, du coup. Et puis, c'est du coup vite devenu quelque chose de merveilleux. Et presque on a oublié du coup les dangers de ce milieu. Le cimetière de Biolay, c'est le cimetière qui contient le plus de jeunes alpinistes. Majorité d'âge, c'est de 17 à 30-40 ans. Et comment vous l'expliquez ça? Ben non, ils sont morts en montagne.
Ils sont morts en montagne, soit ils ont reçu une pierre, soit il y a un mousqueton d'ancrage qui a lâché puis qui sont partis. Il y a peut-être un sérac qui leur est tombé dessus et toute la cordée est tombée. Il y a quand même pas mal de gens de mon âge qui meurent tous les ans parce que ils prennent plus conscience de ce milieu, parce que on est dedans et du coup on n'a plus le recul nécessaire pour voir le danger. Personnellement, en tout cas, j'ai beaucoup banalisé la chose et en vrai, je pense que je peux parler au nom des gens de mon âge parce que quasiment tout le monde est comme ça, au final, je me rends compte. On a vraiment banalisé les dangers et du coup, quand on arrive dans ce milieu, on se rend plus compte que il y a des dangers et que ça peut être vraiment, que l'humain n'est pas fait pour vivre dans ce milieu, donc il faut faire quand même très attention. Et donc, du coup, quand je suis sur les glaciers et tout, je me sens pas spécialement en danger. Je sais qu'il faut que je fasse attention, mais je me sens pas en danger. Parce que peut-être que contrairement à quelqu'un qui vient d'arriver et qui a été mis en garde et tout, nous, c'est depuis toujours qu'on est mis en garde, mais que du coup on a tellement banalisé ça parce qu'il nous est jamais rien arrivé. Et du coup, on a les mesures de prévention en tête, mais on est en mode c'est pas. Enfin, il va rien nous arriver vu qu'on est né là. Mais du coup, je me sens pas tellement en danger, même si je le devrais du coup. Quand on est dans la région, on a beaucoup de prévention et tout. Genre, moi, quand j'étais au collège, on nous donnait des cours sur quoi faire si on est dans des avalanches, s'il y a des soucis au niveau du temps et tout. Les guides, les guides qui partent, ou même certains jeunes, des fils de guides et tout, ils partent pas si le mauvais temps va être là. Il y a toujours des allumés qui vont aller faire des descentes, faire la première descente dans des pentes à 45, il y en aura toujours. Bon, ils ont peut-être un peu trop fumé. Et puis ils veulent, c'est l'adrénaline. Chamonix n'est pas un lieu commun. N'est pas un lieu commun. Même s'ils sont nés à Chamonix, ils ont connu quand même des grands skieurs, des grands de la montagne, etc. Et puis ils se disent, ah bah attends, il a fait ça, mais moi je vais faire ça. Il y a des moments quand je regarde sur Facebook des endroits où ils descendent, là c'est l'épée Damoclès, hein. Une mini faute de quart, ou même pas une mini faute de quart, mais un bout de congère qui part sur les pieds, le mec qui fait 800 mètres. Et ça y est, c'est terminé, hein, et c'est une famille qui pleure. Cet hiver, on a eu 2, 3 jeunes qui sont morts en allant simplement aux pyramides. Ils sont partis, ils n'ont pas regardé la météo, il y a eu l'orage, ils ont glissé, ils ont débaroulé dans la moraine. Mort sur le coup. Voilà. La montagne, c'est comme la mer. Il faut l'observer, il faut l'étudier, et puis savoir dire non. Et puis on n'a pas fini de sortir les mouchoirs. Parce qu'il y aura toujours des accidents. Et puis même le meilleur des guides, même le meilleur jeune alpiniste qui a une grande connaissance de la montagne, il n'est absolument pas à l'abri qu'un bloc lui tombe dessus.
Parce que la montagne, elle bouge tout le temps. Parce que le permafrost, il n'est plus là pour maintenir les rochers, les blocs de granit. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, un petit coup de réchauffement. Et puis, ici, on est quand même dans une zone sismique. Hein, un petit coup de tremblement de terre. Et puis, le bloc, il va tomber sur une cordée de 5 ou une cordée de 2. Et puis, voilà. On a toujours tendance à se dire que s'ils sont morts, c'est qu'ils ont fait quelque chose de travers. Ou qu'ils ont mal regardé les prévisions météo et tout. Et du coup, je pense que c'est un moyen de se réconforter en se disant que si nous on fait attention, il ne nous arrivera jamais rien. Mais effectivement, quand j'entends ça, quand j'entends les morts et tout, des gens de mon âge surtout, je me rends compte qu'il faut faire en fait tellement attention parce qu'il y a une erreur qui est si vite arrivée et qu'au final, la montagne, on ne peut jamais la connaître parfaitement, quoi. On ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Donc sur un glacier, tu vas voir très vite, donc je pars devant et on est toujours corde tendue, c'est-à-dire elle peut un peu traîner sur le glacier mais il ne faut pas qu'il y ait du mou parce qu'il suffit qu'il y ait 1 mètre de mou, si je tombe dans la crevasse, c'est sûr que je te catapulte dedans, tu m'y rejoins. On va dire les 18-30 ans, la montagne, actuellement, ils l'aperçoivent, j'ai l'impression qu'ils l'aperçoivent justement comme étant encore le lieu où on peut faire des exploits, c'est-à-dire les pentes raides. Par exemple, on ne le voit pas bien là, mais quand on regarde les Goudi-Midi, on suit l'arête, puis à un moment, il y a un glacier qui s'appelle le Glacieron. Tous ceux qui font soit des surfeurs, soit des skieurs, ils font le Glacieron. Parce qu'il est très raide, très dangereux. Sur Facebook, il y a certains sites où on le voit. Ils ont un copain ils descendent au bout d'une corde et après ils se lancent dans la pente. Et il y a une perception, si vous voulez, c'est là qu'on peut encore faire des choses extraordinaires. Et avec l'idée chez certains que peut-être qu'un jour, on ne pourra plus parce qu'il n'y aura plus la neige. Là, il y a cet article sur le linceul, justement, ce fameux couloir qui était un exploit en tant qu'alpiniste, qui était un couloir de glace.
on annonce qu'il va disparaître. C'était à une certaine époque, et puis l'équipement a changé aussi, mais c'était quand même les gens qui faisaient le linceul, c'était l'exploit de leur vie, de leur course en montagne. Parce que c'est un couloir de glace très très raide. En fait, c'est un glacier, mais qui est en train de disparaître. Je crois qu'il y a aussi une perception actuellement d'un monde qui est en train de disparaître et qu'il faut en profiter. Et quand t'arrives, Quand t'arrives, il n'y a plus de neige. C'est-à-dire qu'avant, la première fois que je l'ai faite, on pouvait redescendre jusqu'à Chamonix. Et maintenant, on est obligé de s'arrêter à un intermédiaire pour reprendre le train du Montanvert. Donc ça, par contre, ça fait un peu de mal de se rendre compte à quel point on a perdu de neige et tout. Mais... Et puis aussi, c'est très... comment dire, il y a beaucoup plus de matériel. Enfin, du coup, ils ont mis des télécabines et tout. C'est beaucoup moins sauvage qu'avant. je suis allée au Montanvert il y a 2 jours. Et quand tu vois les skieurs revenir de la Vallée Blanche, il n'y a plus la neige jusqu'au Montanvert. Genre ils doivent marcher 20 minutes parce que la neige sur le glacier a fondu. Genre, Quel ils marchent dans enfer. la caillasse pendant 20 minutes et tu les vois arriver. Enfin, depuis le Montanvert, genre. Mais non. Si, si. C'est dégueulasse. C'est quand que tu l'as faite la dernière fois? Il y a peut-être un mois. Après, on est en avril, c'est printemps et tout, mais. Même, genre on est en altitude, hein, on n'est pas en plein été, c'est pas censé fondre aussi vite. C'est un plaisir de savoir ça. Je suis désolée. Attends, regarde les photos. On s'éloigne un peu, mais. Ah ouais, alors qu'avant on pouvait skier tout là, tout là, tout là. Waouh! Et ils arrivent là et je sais pas combien de temps ça fait qu'ils marchent. En gros, t'en as là, ils marchent un peu, enfin ils font un peu de ski jusque là. Ouais. Et t'en as, ils peuvent arriver par là en ski. Mais enfin, tu vois, il y a une ribambelle de skieurs. Oh. C'est chaud de fou. Alors qu'il y a un mois et demi, on arrivait au pied des escaliers pour remonter. Ouais. Ça craint. On a eu une drôle d'hiver. Il y a eu des chaleurs, il y a eu des chaleurs pas possibles quand même. Mais même nous on le voit d'année en année. Hein. La mer de glace, l'année dernière, en été, Luc Moreau m'avait dit, en juillet, elle perdait 13 cm d'épaisseur par jour. Par jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'eau sort de nouveau, coule au glacier des Bossons. Déjà. Ok. Ouais, depuis 2 jours, depuis qu'il a fait chaud. C'est fou, hein. Ah ouais. Cette année, Puis là, il fait chaud ce matin. Hein. encore, hein. Puis ça redescend le matin. Oui, mais enfin quand même, Mais là, il fait vraiment. il y a végétation, ça fait un mois d'avance, hein, largement. Mais largement, toutes les fleurs sont. Oui. Depuis un moment, elles sont sorties. Hein. Ah ouais, oui, non, Chamonix cette année. C'est bizarre. Hein. C'est annonciateur de beaucoup de choses. Ouais. Mais en même temps, les skieurs ont eu de la chance parce qu'il y a eu la neige en altitude. Ils en ont eu beaucoup plus que l'année dernière. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'en bas, on voit vraiment la différence. Hein. Ah oui. En haut, oui, il y en aura toujours suffisamment, je pense, pendant Oui. un moment.
Au moins les gens du pays, je pense qu'ils les observent, qu'ils l'observent vraiment, hein. Ça c'est certain, parce que le glacier, il est tellement... que ce soit le glacier de Tacona qu'on aperçoit à Dache, le glacier des Bossons, bah, lui, j'ai transformé tous les jours. L'aiguille du Midi, eh ben, on n'en parle pas. C'est pareil, il y a moins de glace, on s'en aperçoit. Après, le glacier d'Argentière, il est remonté, je ne sais pas, je ne suis pas retournée au glacier d'Argentière, mais je pense que le glacier, la langue terminale, elle doit être à peu près équivalent au refuge. Donc, c'est grave. Et alors, le glacier du Tour, boum, il s'évapore dans la nature. Ah ben, le glacier des Bossons, vous êtes venu il y a quoi, il y a 2 mois? Ben, vous n'avez pas vu que il s'est aplati complètement là, dans ce qui tombe sur le pseudo-replat, il s'est complètement aplati. Je sais pas combien il a perdu en épaisseur, il faudra que je demande à Luc Moreau, mais ça doit être impressionnant parce qu'il y a plein de rochers qu'on aperçoit en plein milieu du glacier. Bon, il y a déjà l'énorme rocher sous les séracs, mais il y en a plein dans le milieu que l'on aperçoit qu'ils n'étaient pas visibles. En fait, on voit clairement l'évolution de la fonte des glaciers parce que je me rappelle de quand ils étaient beaucoup plus près de la route qu'on prend constamment pour venir à Chamonix. Et je me rappelle que quand j'étais plus petite, ça me faisait pleurer de voir à quel point le glacier est fondé en fait, parce que genre c'est vraiment un symbole en fait dans ma vie, parce que vu que j'ai grandi en voyant que ça au final, mais voir quelque chose que j'ai toujours connu disparaître petit à petit, c'est vraiment désolant. Et pour les gens de la région, il me semble que c'est vraiment la même chose. Et que ça affole un peu tous les gens qui habitent ici de voir à quel point ça disparaît et tout. Non, là, on est impuissant. De toute façon, la nature reprend ses droits. Si c'est décidé qu'il fait chaud pendant un siècle, il fera chaud pendant un siècle. C'est tragédique. C'est une véritable tragédie parce qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que la montagne, elle est en train de subir complètement le réchauffement climatique. Il faudrait être... non, je ne sais pas comment il faudrait être. C'est même pas de l'insensibilité, c'est de l'inconscience. Parce que là, je vous dis, c'est vraiment dramatique dans le sens du terme, hein. Et il n'y a rien à faire. On ne peut que subir. Bonjour.